Pourquoi notre génération est-elle autant addicte au malheur et à la souffrance? On a beau nous survendre de toutes parts les méthodes, les conseils, les routines merveilleuses pour aller le mieux possible, notre génération n'a jamais été autant en proie au fatalisme, à la dépression, à la déprime, à l'anxiété généralisée et au pessimisme. Et de l'autre côté, face à ce tumulte d'informations laissant peu d'espoir pour l'avenir, on a des solutions pour accéder au bonheur, à la quiétude et à la paix qui nous semblent complètement déconnectées de la réalité dans laquelle on se trouve. On voit sur les réseaux sociaux des gens nous balancer que la recette du bonheur elle est très simple, suffit juste de boire un petit matcha glacé après avoir fait son running ou sa séance de pilates en bord de plage et ensuite faire sa petite to-do list parce que tiens mon champion, ma championne, tout ce que tu vas dire que tu vas faire aujourd'hui, tu vas le faire. C'est qu'un mindset tout ça après tout. Et nous vu qu'on voit ça constamment, on se persuade de se dire que c'est ça la solution. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ce mimétisme très axé d'ailleurs sur la consommation et donc toujours relativement insatisfait qui est vraiment la solution à nos problèmes? Est-ce qu'au final, le fait de toujours courir après le bonheur qu'on voit prospérer chez les autres en se disant non mais moi aussi quand j'aurai ça, non mais moi aussi quand je ferai ça, non mais moi aussi quand je ressemblerai à ça, je serai heureux, c'est pas l'aveu le plus simple de notre malheur actuel? Et est-ce qu'au final, essayer à tout prix de fuir ce malheur, ce serait pas la manière la plus simple de continuer de le cultiver? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par ces mots? Pourquoi on semble si irrésistiblement attiré par ceci? Eh bien c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, alors restez connectés, restez branchés, allez marcher, allez manger, c'est parti. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor très inhabituel. J'avais besoin de changement, voilà, j'espère que ça rend bien l'image. Moi je suis très satisfaite, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle ou si vous êtes ancienne, si vous appréciez. Avant qu'on aborde le sujet du jour, que vous allez le voir, ne manque pas de panache. J'aimerais vous dire que cet épisode est disponible en format podcast aussi. Vous aurez le lien dans la description. Et évidemment, pour les personnes qui écoutent cet épisode en podcast, la vidéo est accessible. Et autre détail, parce que vous avez été super nombreuses à me le demander, notamment en story la dernière fois, pour tout ce qui est référence de mes petites barrettes trop mignonnes, de mes boucles d'oreilles, de mon combo rouge à lèvres glossy, de mes paillettes, etc. Tous les produits seront en barre de description. J'ai un petit code à utiliser sur YesStyle de moins 10%, donc surtout, n'hésitez pas et bonne vidéo. Alors, comment m'est venue l'idée de cette vidéo aujourd'hui? Vous allez le voir, pas de nulle part. Ce que je croyais être un début d'année relativement catastrophique pour ma part, s'est avéré être en fait un sentiment largement partagé par les gens de ma génération. Vraiment, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, est-ce que le mois de mars cette année a été créé pour nous assassiner la tronche? Pour nous dire, tu vois, toutes les bases là que tu construis depuis des années, elles peuvent se casser la tronche à tout moment. Et au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est que mon entourage, parce qu'on approche ou parce qu'on est plus ou moins près des 25 ans, que c'est une année charnière, où on sort vraiment de l'enfance et où du coup on affronte la réalité, la dure de la vie, ou est-ce qu'il y a juste un truc là générationnel de on se rend compte qu'on fait face à des changements radicaux et il nous est très difficile de les affronter sans se sentir complètement du père et sans même arriver à vraiment se dire est-ce que je veux en sortir tant on est habitué. Ça fait une phrase assez longue mais en fait c'est tout là le nœud de la vidéo. J'ai noté là dans mes dernières interactions avec les gens qui me sont proches que quand on identifiait des situations qui nous faisaient du mal dans lesquelles on était, que ça concerne la sphère de travail, que ça concerne la sphère d'école, la sphère relationnelle, on savait identifier les choses qui nous faisaient du mal, on savait que c'était pas bon pour nous, on n'arrivait pas en fait à s'en dépêtrer. Et quand on creusait un peu, les raisons étaient un peu troubles. Et c'est ce qui m'a fait m'interroger et me dire mais je vais faire une vidéo parce que je vois que c'est quelque chose qui est vraiment partagé entre nous. Et j'ai d'ailleurs noté sur mon magnifique carnet Chabubule: pourquoi nous emmurons-nous et nous habituons-nous à des situations inconfortables, délétères, mortifères, et surtout pourquoi nous est-il aussi difficile de nous en détacher? Qu'y a-t-il de si curieusement complexe à s'extraire de situations, de relations, de pensées qui nous font souffrir? Oui, j'étais inspirée tel Shakespeare à ce moment-là. Et alors, vu que je ne comprenais pas trop le problème auquel nous faisions face, j'ai décidé de l'aborder comme quand j'étais en études de droit. Je m'explique. Quand j'ai commencé à étudier le droit en L1, on nous a donné une méthode hyper simple pour affronter des problématiques inconnues, pour y répondre en fait sous forme de dissertation. La méthode c'est toujours la même, c'est qu'on prend les termes du sujet qui nous pose problème, on les définit et ça nous permet en fait de comprendre le contexte, de dégager les enjeux qu'on veut cibler et qu'on veut résoudre. Et donc je me suis tout simplement dit que j'allais faire la même chose. J'allais commencer en fait tout simplement par définir ce qu'on entend par le mot souffrance. Et croyez-le ou non, mais de là s'est dégagée toute ma réflexion que j'ai notée consciencieusement dans ce manuel. C'est un manuel de vie pour les personnes qui n'auraient pas compris, même si on ne dirait pas.
Alors qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Eh bien la souffrance, selon le dictionnaire, donc c'est un nom féminin bien sûr, il s'agit d'une situation pénible qu'il en aille du simple malaise à l'état de douleur. On a donc cette échelle où on souffre un peu, mais oh non mais ça va, enfin il a dit ça pour plaisanter, il ne le pensait pas. Ah, là je crois qu'il vient d'insulter ma daronne. Aïe. Et de cette définition, je me suis dit, il faut aussi du coup déterminer ce qu'on entend par le mot situation ou état. Une situation, c'est donc l'état d'une personne par rapport à ses conditions, ses passions et ses intérêts. Et état, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la manière d'être durable ou passagère de quelqu'un. Donc quand on connecte les trois, la souffrance, en fait, c'est quand il y a un couac entre la coordination, la symbiose d'un être humain avec ce qui le compose, que ce soit intérieur ou extérieur. Et donc à cette problématique, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup parlé avec mes amis, avec les gens qui m'entouraient pour un peu plus comprendre ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à sortir de ces situations qui nous faisaient du mal, à ces situations délétères, comme Shakespeare que je fus le dit. Et j'en ai dégagé 4 points. Alors, restez avec moi parce que tous, autant qu'ils sont hyper intéressants pour savoir pourquoi on est addict à la souffrance, mais surtout comment s'en sortir. Alors ma première raison, c'est la peur de l'inconnu. Vous savez, quand vous vous confiez à quelqu'un sur une situation, ah là ça va pas au travail, ça va pas à l'école, ça va pas dans ma relation, et que la réponse c'est bienvenue dans la vraie vie, c'est pas tout beau tout rose, tu sais. Ça peut nous cloisonner en fait dans cette souffrance parce que ça nous apparaît beaucoup plus difficile de s'en extraire. Tout le monde semble après tout s'en accommoder. Faire un pas de côté, essayer de voir toute la situation d'un angle différent, ça fait peur parce qu'on a le sentiment qu'on est un peu les seuls à les faire et que si on le fait, on va être un peu les parias. Et il faut savoir que notre cerveau, c'est un muscle qui est hyper intelligent. Le plus possible, il essaiera à tout prix d'assurer votre survie dans ce bas monde. Et quelque chose que votre cerveau adore, c'est le statu quo. Le statu quo, en fait, c'est la situation qui fait de vous ce que vous êtes avec les autres, avec vous-même, et que votre cerveau connaît par cœur. C'est comme un foyer où tout est plus ou moins prévisible, ce qui lui permet de vous protéger le mieux possible. De ce fait, ce que votre cerveau aimera le moins, c'est tout simplement les ingérences extérieures ou intérieures qui vont bousculer ce statu quo. Et que votre statu quo vous soit agréable ou désagréable, votre cerveau, il en a rien à faire. La seule chose qui l'importe, c'est de se dire « je connais, donc je maîtrise ». Et ce qui est extrêmement triste, c'est que des situations qui nous font beaucoup de mal peuvent nous inspirer des formes de sécurité parce qu'au moins on les connaît. Combien d'entre nous n'ont pas osé quitter une relation amicale, amoureuse, familiale parce que c'est comme ça, au moins je sais à quoi m'attendre, alors que si je dois reforger quelque chose avec quelqu'un d'autre, de 1, je sais pas vraiment ce que je perds, de 2, ça veut pas dire que ce sera mieux après, et c'est pareil pour le travail, pour les études. Moi par exemple, à titre personnel, j'ai fait des études de droit. Je dis pas que j'ai pas aimé mes études, mais je n'aimais pas le sujet, ça m'intéressait pas. Moi, si je m'étais écoutée, j'aurais fait du théâtre, du cinéma, de l'écriture. Mais j'ai préféré rester dans ce système parce que c'était un système que je connaissais. C'était un système scolaire, c'était un système où c'était facile d'avoir la validation sociale, familiale par la validation académique. Et donc, même si ça me faisait du mal, même s'il y avait plein de fois dans l'année où j'appelais ma mère en pleurant, en disant mais j'en ai marre, mais je comprends pas pourquoi je fais ça, j'y restais. Parce que mon cerveau connaissait et maîtrisait cette situation et c'était beaucoup plus viable pour moi à l'époque de satisfaire les égos autour de moi et le mien bien sûr en premier en restant dans un truc qui me faisait pas du bien plutôt que d'assumer que j'allais être la boute en train de la famille vivant d'amour, d'eau fraîche et d'art au risque de me planter et d'assumer que j'ai testé, ça a pas marché. Et c'est en ça que vraiment ce premier point il est majeur, c'est que quand on vous dit ah ouais en fait t'as juste pas le courage d'arrêter, t'as juste pas la volonté de changer, c'est bien plus sinueux que ça, c'est bien plus insidieux que ça. Il faut défaire l'idée en fait dans son cerveau que sortir de ce statu quo, oui c'est inquiétant, oui il y a une certaine forme de danger palpable parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas derrière, mais de 1, c'est de ça qui est faite la vie, d'imprévu, de changement, d'évolution. Voilà, si vous restez dans les mêmes choses, dans les mêmes carcans toute votre vie, ça risque peut-être d'être un peu étouffant, oppressif à un certain point. Et surtout, ça vous permet de vous découvrir. Vous avez besoin d'aller prendre certaines voies, vous avez besoin de tester certaines choses. Que ce soit pour vous planter, pour réussir, on s'en fiche. L'issue, c'est tout simplement d'y aller. Et quand je vous dis il faut juste faire comprendre à son cerveau que le statu quo c'est pas forcément la meilleure des choses possibles pour lui, ce travail peut se faire complètement seul, c'est-à-dire en parlant avec des gens, vos amis, votre famille, vos amours, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en ayant des ressources entre guillemets autour de vous que vous exploitez. Puis ça peut aussi être en passant par, je sais pas moi, une aide professionnelle, avec un psy, avec un thérapeute, en faisant de la méditation. Il y a plein de choses, de liens qui peuvent se faire, qui peuvent vous nourrir et vous enlever cette peur de l'inconnu et donc vous permettre de ne pas rester dans ces cycles de souffrance auxquels, quand je dis on est addict, c'est auxquels notre cerveau peut être addict parce qu'au moins, il s'agit de cycles en fait qu'il maîtrise.
Dans un deuxième temps, ce qui peut entretenir malgré nous cette addiction, cette relation addictive à la souffrance pour notre génération, c'est tout simplement la question d'habitude à celle-ci. La question de la fameuse représentation, ou plutôt même de la surreprésentation. En effet, j'ai noté, si on est ce que l'on mange, on est aussi ce que l'on consomme. Et à force de voir la souffrance sous multiples coutures à longueur de journée, eh bien on baigne dedans et on se dit que c'est une, voire la seule manière d'exister. Et là vous allez me dire, mais pas du tout Juliette, enfin, je ne consomme pas des règlements de compte à longueur de journée, je sais quand même évoluer en me faisant plaisir. Une fois de plus, je pense que c'est plus sinueux que ça. Il y a toujours eu une part de violence dans l'humanité, il y a toujours eu une part de confrontation, il y a toujours eu une part de guerre, malheureusement quand on lit les livres d'histoire, ça n'a pas émergé pour notre génération. Néanmoins, ce que je soulève, c'est que je vois qu'il y a une surreprésentation de la violence, du malheur, de la souffrance dans le paysage médiatique qui nous entoure. En effet, à la différence, je sais pas moi, de la génération de nos parents, on a vraiment grandi avec nos téléphones, les ordinateurs à portée de main, où on a une information qui est quand même relativement continue et qui de plus en plus doit nous saisir, doit nous garder le plus possible, puisque ça fait de nous aussi des consommateurs d'informations et de ces chaînes. Et ça peut aussi s'attribuer au divertissement. C'est qu'en fait, je trouve, à mon sens, que ça a commencé plus ou moins, enfin moi c'est un des marqueurs qui m'a semblé assez important à relever, ça a commencé à l'époque avec la télé-réalité. C'est que en soi, la télé-réalité, on est d'accord, c'est pas le seul cheval d'arçon de la violence. Loin de là, je pense même que c'est peut-être l'un des moins pires. Mais il y a vraiment cette emphase sur le divertissement va tenir sur des embrouilles en fait entre des personnes. Et si le concept à la base semble plus ou moins inoffensif, puisque les potins, les spill the tea, ça nous concerne tous et toutes, on est tous des potinteurs, des potintrices en grandeur. Néanmoins, en fait, accuser le coup qu'on va consommer un contenu qui va quand même quasi exclusivement porter autour donc de problèmes, de tensions, de trucs cachés, etc. Je pense pas que ça entretient dans notre tête une manière de vivre ensemble qui soit des plus agréables. Et là vous allez vous dire, non mais Juliette, je regarde mais je ne suis pas. Sauf que, en fait, les êtres humains, on est extrêmement influencés par notre environnement extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans une pièce avec le meilleur mood du monde, mais que vous avez que des personnes qui vous parlent extrêmement mal, qui vont être rabaissantes, qui vont être désagréables, qui vont être hyper sombres sur leur visage, bien sûr que ça va tirer votre mood vers le bas. À l'inverse, peut-être que si vous allez mal mais que vous êtes qu'avec des personnes extrêmement bienveillantes, dans le dialogue, voilà, très aux petits soins et tout, vous allez aller un peu mieux. Et bien ce que l'on consomme, à mon sens, joue également sur cette mesure. Et se dire que limite il y a une forme de divertissement à s'embrouiller avec les autres ou à regarder des gens s'embrouiller avec les autres, je pense pas que ce soit très sain. Et je pense que ça entretient même, notamment d'un point de vue relationnel, des addictions à des relations problématiques. Moi, quand je commence à avoir trop de problèmes avec quelqu'un de mon entourage, peu importe la sphère amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, je vais me dire en fait c'est pas normal, c'est pas censé se passer comme ça. C'est logique qu'on ait des différences, c'est logique que parfois il y ait des gros différends, ça veut pas dire qu'il faut arrêter la relation nécessairement, mais je dis juste que si la relation elle n'est auto-alimentée que par des problèmes ou que vous vous sentez mal la plupart du temps, insatisfait, pas à votre place, il y a peut-être quelque chose à changer. Sauf que vu qu'on a l'habitude de voir sous certains aspects des relations hyper problématiques perdurer dans le temps et être divertissantes, on peut intégrer ça comme étant une forme de normalité. De plus, et c'est là où je vais quand même me faire avocate du diable de la télé-réalité, quand je vous dis que c'est un des chevals d'arçon, c'est plutôt un marqueur, c'est que je trouve que cette véhémence, cette agressivité qu'on voit et qui est continue, qui nous entoure, elle est vachement retrouvée sur les plateaux télé. Sur les chaînes d'information, depuis quelques temps, on aborde des questions parfois d'ordre national, d'intérêt, du vivre ensemble. Et je trouve que personne ne s'écoute, tout le monde se hurle dessus. Et je l'ai pas vu trop monter, mais en fait c'est quand je vois des archives des anciennes émissions, je me dis mais les gens avaient beaucoup plus d'espace pour parler, pour hésiter, pour se reprendre. C'est que maintenant en fait au moindre zozotement, bégaiement, au moindre mot qui est dit de côté, sans parler de véritables âneries qui seraient racistes, enfin on sait identifier les gens qui sont mauvais et les gens qui juste essaient de parler, de formuler une pensée, on va vous tomber dessus. Même, on va que faire se couper la parole. C'est un espèce de combat de coq, mais genre permanent. Et je trouve ça assez éreintant. Sauf que c'est notre manière actuelle d'avoir accès à l'information, c'est notre manière actuelle de débattre. Et entre guillemets, faut faire avec. Et c'est là, selon moi, que je parle d'habitude. C'est parce que moi-même, j'ai parfaitement intégré que c'était la manière d'interagir avec les gens autour de moi. C'est-à-dire que quand je discutais d'un sujet, que ce soit politique, ou juste que ce soit de vie, ou que ce soit un échange d'idées sur l'art et tout, ce que vous voulez, avec mes amis, ma famille et tout, ça partait sans que je le veuille tout de suite, un peu dans les hautes tours. Pour peu qu'on ne soit pas d'accord en plus sur un sujet, alors là, laissez-moi vous dire que j'étais en débat. Et je me suis dit, mais pourquoi je deviens aussi agressive avec des gens qui, je le sais, quand même me veulent du bien et avec qui je suis quand même relativement d'accord sur des valeurs fondamentales, etc.
Pourquoi ça part au clash? Pourquoi je vais aller dans les tours aussi vite? Et je me suis rendu compte que c'était parce que c'était la représentation que j'avais autour de moi. Et c'est en ça que je dis que notre génération, elle est addicte sans le comprendre à une forme de souffrance. C'est parce que se parler comme ça, s'infliger un dialogue qui n'en est absolument pas un, on est dans la réaction et pas dans l'interaction, c'est cultiver, selon moi, une forme de souffrance. Et on y prend goût, limite. Ça devient un espèce de combat de coq. Je vous dis, genre, j'ai plus l'impression, quand je regarde les plateaux télé, que c'est qui sortira la meilleure punchline, qui va faire le meilleur exercice de style au niveau de la voix et pouvoir déblatérer sans s'arrêter, parce qu'on sait qu'il y aura un corneau qui va lui couper la parole sinon, plutôt que, il y a vraiment eu du dialogue là entre êtres humains, et j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. On voit qu'on ne s'éduque pas, on n'éduque personne en lui hurlant dessus, même si on a les meilleures raisons du monde de le faire. En ce sens, pour moi, on va retrouver aussi cette question de la surreprésentation via les réseaux sociaux. On a l'exemple du collage sur TikTok, c'est-à-dire qu'on prend une vidéo à la base, ça se fait aussi sur Instagram, et on réagit, et on donne notre avis. Alors attention, comme toute plateforme, comme tout moyen d'expression, c'est super, il y a des trucs très bien qui se font, du contenu informatif ou juste divertissant, hyper drôle. C'est pas tout le système qui est à jeter. Mais je dis juste que déjà on implémente la question de toujours la réaction. Il est possible de donner son avis sur tout le temps. Et au-delà donc de ce fameux système-là de collage vidéo, il y a les vidéos avis. L'une des vidéos qui a fait débat récemment, c'est bien sûr la vidéo de Gaël Garcia Diaz et d'Andy Ella, qui donnent des critiques plus ou moins constructives selon les marques, de business d'influenceuses. Et il y a un passage où elles vont un peu dézinguer la direction artistique d'un site d'une créatrice, tout en se voulant complètement, on donne notre avis, c'est juste de la critique, on a le droit, on est sur Internet, après tout c'est du divertissement, ça peut même être informatif, etc. Il y a eu vraiment un espèce de clivage de team de est-ce qu'on est avec elle, est-ce qu'on est pour la créatrice qui s'est faite quand même un petit peu dézinguer sur une bonne partie de son business. Et encore une fois, vous voyez, c'est ça que j'appelle l'entretien et la représentation de la violence, de la souffrance. C'est que pourquoi même à la base on fait ce genre de contenu? Ok, ça peut être hyper intéressant la critique et d'avoir quelqu'un qui vient, je sais pas, vous aider sur certains points, mais là quand c'est juste pour dire des choses et ne rien en faire derrière, concrètement, je comprends pas trop l'intérêt. Et je pense que, encore une fois, ça entraîne à ce que l'on fasse des commentaires sur la vie des gens autour de nous, que ce soit des gens proches de nous ou des gens qu'on ne connaît même pas, parce que c'est une question de représentation, on se dit que c'est possible, qu'on a notre mot à dire sur plein de situations qu'on voit. Et une fois de plus, je me comprends totalement dans ce problème, je ne m'en exclus absolument pas, mais je me dis juste que ce n'est pas périn en fait comme situation. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir des avis très arrêtés sur telle personne a fait ça, telle personne a vécu ça, alors que honnêtement ça ne me concernait absolument pas. Et quand je dis des avis très arrêtés, c'est pas des avis qui nous impliquent en tant qu'humains, où là on doit avoir limite une réaction, mais je parle mais c'est pas mon dos. Et du coup, ça en vient à mon troisième point, c'est que on va avoir aussi une impossibilité à sortir de ces schémas de souffrance parce que ça devient très compliqué de les légitimer. Quand vous allez dire à quelqu'un « je vais mal en ce moment, ça c'est pas facile, etc. » et que la personne va vous dire « ah ouais, pourquoi ?» Comme je vous dis, on a ce côté de on donne notre avis, les gens s'ingèrent sur des choses où il n'y a pas forcément lieu d'être. Et attention, bien sûr, quand vous dites ça va pas et que quelqu'un vous demande pourquoi, c'est pas tout à jeter, c'est complètement humain. La personne veut mieux vous comprendre, veut avoir des détails, possiblement une écoute plus attentive, et surtout que si vous lui demandez un avis à la fin, elle puisse avoir le plus de cartes en main pour le faire. Une fois de plus, c'est pas tout le système qui est un problème, c'est le dépassement qu'il peut y avoir derrière et qui malheureusement arrive souvent. Combien de fois j'ai entendu dire de quelqu'un qui disait je vais voir un psy, des gens qui lui disaient pourquoi, enfin ça va, t'es pas si mal en ce moment, t'as quoi à te plaindre, ta vie elle est pas mauvaise. Il y a une projection en fait qui est quasi immédiate des personnes quand vous leur confesser une souffrance parce que il y a une ingérence totalement admise et totalement diffuse dans la société, comme je l'ai expliqué dans les points précédents, on s'accapare, on intruse la vie d'autrui. Et c'est ça qui auto-alimente des schémas, selon moi, addictifs de souffrance, qui font qu'on n'arrive pas forcément à s'en dépêtrer. Combien de fois, moi, je vois ma mère, quand je raconte des histoires, ou mon père, dire « ah, je sais pas, c'est pas mon dos », enfin, en mode ça me regarde pas. Mais maintenant, je comprends. C'est de dire « mais j'aimerais pas, en fait, que les gens se permettent de juger mon business alors qu'ils ne savent rien de ma vie, et qu'en fait, juste quand je dis « ça va pas », tu demandes pourquoi, j'ai peut-être juste envie mieux que tu me comprennes, mais pas de te donner des armes pour que tu me dises « ah bah non ». Ah non, c'est pas du tout légitime là ta souffrance. Ah, je la valide absolument pas. Tu n'es pas juge en fait.
À la rigueur, tu es une écoute, mais tu n'es pas juge. Et tout ça, c'est ce qui fait que parfois, on peut être dans des situations où on a envie de sortir de schéma, que ce soit, encore une fois, sur un axe professionnel, un axe relationnel, parce qu'on sait que ça nous fait pas de bien, mais où, en fait, on se dit, les gens vont sûrement pas comprendre, les gens vont sûrement invalider ce que je ressens, et peut-être que c'est moi qui en fais trop, et peut-être qu'en fait, c'est moi le problème, et peut-être qu'en fait, je devrais un peu prendre sur moi et rester dans cette situation, et rester dans ce statu quo de souffrance. Est-ce qu'une fois de plus, il n'y a pas un décentrage à remettre au milieu du village, de se dire quand j'écoute quelqu'un pour ce qu'il me raconte. Et je vais pas essayer de me mettre en fait au centre de ce qu'il ou elle vit, je vais juste écouter et être empathique le plus possible. Mais également, moi qui raconte, est-ce que c'est possible que j'évite de chercher la validation même je dirais, d'autrui quand je raconte les choses. En fait, ce que je ressens est déjà suffisant pour que ce soit légitime. Enfin, et attendez, pas des moindres, le dernier point qui selon moi entretient toutes ces addictions à la souffrance, etc., c'est le capitalisme. Oui, vous m'avez bien entendu, la gauchiasse de service a parlé. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand on va bien, on consomme. Et quand on va mal, on consomme encore plus. Vous voyez, une phrase que j'avais beaucoup aimée, j'avais écouté un podcast sur l'addiction et je sais plus qui était l'intervenant, mais qui disait « Faut toujours rajouter du bonheur au bonheur ». Quand on est heureux, c'est très difficile de juste se satisfaire du moment en tant que ce qu'il est. Vous avez une promotion, boum, on va fêter ça avec les copains, on va boire un verre. Vous fêtez votre anniversaire de relation avec votre copain, votre copine, boum, faut avoir un cadeau symbolique. On a réussi en fait à mettre dans la tête que l'événement en soi ne suffisait pas, fallait l'agrémenter d'un peu de paillettes pour que ce soit encore plus beau et qu'on s'en souvienne encore plus. Et quand ça va pas, c'est pire parce qu'il faut combler. Je pense que personnellement, mes plus grosses dépenses, c'est quand j'allais mal parce que j'étais persuadée que du coup, en faisant des achats, j'allais combler un manque que j'avais à certains égards et que du coup, j'allais aller mieux. Et quand je dis que le capitalisme est pour moi une des raisons qui auto-alimente ces schémas de souffrance pour nous, c'est parce qu'en fait, en tant que consommateur, il faut impérativement que nous soyons insatisfaits et donc quelque part un peu malheureux pour être sûr que l'on consomme. On va faire en sorte de toujours vous mettre dans le postulat que vous n'êtes pas assez beau, vous n'êtes pas assez belle, que là vous pouvez avoir une encore plus belle peau et puis que là faudrait que vous mettiez un masque de contention sur votre visage pendant que vous dormez pour avoir une jawline dessinée comme les acteurs qui font du botox, mais en fait faut pas dire qu'ils font du botox parce qu'en fait ils ont juste mis le truc comme ça de contention comme vous. Faut toujours vous dire peut-être que t'as un téléphone, mais est-ce que tu as l'Apple Watch connecté? Est-ce que tu as le superbe casque que tout le monde a, ou est-ce que tu as les AirPods Pro à la limite? Est-ce que tu as le Mac? Est-ce que tu as l'iPad pour faire des petits dessins sur les stories ou sur les trucs Insta que tu postes? Est-ce que tu as les AirTags à mettre dans ta valise en vacances? Oui, parce que déjà, est-ce que tu pars en vacances? J'ai noté ici, le capitalisme en fait capitalise sur le fait de créer l'état de manque et donc créer l'état d'envie, de jalousie et de malheur. L'objectif est clair, nous décentrer de tout ce que nous avons déjà pour fantasmer ce que nous pourrions avoir. Et je pense que c'est là l'une des clés les plus principales, les plus importantes de comment sortir de ces schémas. C'est se recentrer sur ce que nous avons déjà, de manière sensorielle qui active tous nos sens, que ce soit les gens qui sont autour de nous, soit les odeurs que nous percevons, les bruits que nous entendons, parce que c'est essentiel et c'est extrêmement naturel comme processus. Je vais reprendre un exemple parce que j'adore ça. Le soir, je peux parfois galérer à dormir, ou plutôt à m'endormir. Parce que comme tout le monde, ça va être le moment de la journée où je vais beaucoup réfléchir, où je vais potentiellement penser à mes problèmes, où l'adrénaline qui a pulsé mes battements de cœur fait que je suis encore un petit peu surex avant de dormir. Et là, le réflexe, comme toute bonne personne, je dirais même toute bonne personne depuis quelque temps, c'est de prendre mon téléphone. Parce que c'est la solution facile. Parce qu'on peut être passif dans la consommation du contenu qu'on fait. À l'inverse d'un livre qui se lit de manière complètement active. Si vous n'êtes pas dans le truc, vous ne lirez pas. Enfin, vous lirez, mais dans le vide. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces derniers jours, je dormais extrêmement mal. Et ce dont je me suis également rendu compte, c'est que ces derniers jours, j'étais beaucoup sur mon téléphone au moment de dormir. Que je savais que ça me faisait du mal de scroller parce qu'en plus je trouve que, je sais pas si c'est que moi, mais les contenus qu'on a, surtout sur TikTok, passé une certaine heure de la nuit, deviennent très sombres, très anxiogènes. Je pense que c'est fait exprès parce que du coup ça nous fait plus peur limite d'éteindre le téléphone par rapport à tout ce qu'on a vu et qu'on va préférer le continuer d'être dessus jusqu'à épuisement. Voilà que je faisais ça plutôt que j'éteins mon téléphone, je lis parce que, écoutez-moi, lisez du Rabelais. Lisez du Stendhal, lisez du Karl Marx avant de dormir et je vous jure qu'en 5 minutes, c'est dodo garanti. Enfin, peut-être pas Karl Marx parce que vous allez peut-être être énervé par ce qu'est la réalité qu'il décrit. Je sais que cette solution est là, à portée de main, mais c'est tellement plus simple et je suis tellement habituée à tout simplement prendre le téléphone, scroller et baigner dans cette forme de souffrance qui m'empêche de dormir, qui fait que je sais que demain matin je vais être fatiguée, qui fait que je sais que déjà là, je suis fatiguée. Au lieu donc de casser la donne et de prendre le temps de respirer,
d'avoir un contact avec mon matelas, de me dire déjà je dors au chaud sous un toit, c'est merveilleux, l'odeur de mon linge est délicieuse, l'aspect doux de mon oreiller, de mon petit doudou, oui parce que j'ai un petit doudou, me fait du bien. Je peux faire de la sophrologie, enfin il n'y a rien de mieux que la science de la respiration pour vous calmer, pour vous apaiser, pour détendre votre cerveau. Toute la journée vous êtes en ébullition, plus ou moins, toute la journée vous avez besoin de réfléchir, d'être actif. Là, vous avez ce moment pour vous et on ne se l'octroie pas. Parce que on se décentre des réalités matérielles, des réalités sensorielles que nous avons à notre disposition. Et encore une fois, le capitalisme, c'est ce qu'il veut. Parce que plus vous vous rendez compte que vous avez déjà quasi essentiellement tout ce dont vous avez besoin, moins vous aurez besoin de consommer. Et ça passe pas trop. Donc voilà, moi dans cette vidéo, je voulais vraiment faire passer un message. C'est de vous dire, si vous avez l'impression d'être une merguez en ce moment, d'aller mal, de faire face à des phases de changement qui vous font très mal, vous n'êtes pas seul. Par contre, peut-être, interrogeons-nous, enfin c'est ce qu'on vient de faire, sur les raisons qui font que, si c'est pas uniquement nous qui le sentons, c'est que c'est peut-être quelque chose dans l'air, quelque chose dans ce qu'on consomme, quelque chose dans ce qui nous entoure, et qu'il y a des clés pour s'en détacher. N'hésitez pas également à consommer des contenus que j'appelle doux. Bien sûr, on a l'exemple des livres, mais on a aussi l'exemple des podcasts. Je trouve des contenus qui sont beaucoup moins agressifs. Consommez aussi le contenu de personnes qui vous font du bien. Et peut-être réinterrogez-vous sur est-ce que être toujours au fait de drama, consommer des personnes qui parlent toujours de problèmes, qui cassent du sucre sur le dos des autres, ça me fait vraiment du bien à moi, également par ricochet. Sur ce, je me prends le soleil de fin de journée. J'espère que le sujet vous a fort intéressé. J'espère que ce setup, bon là vraiment très ensoleillé, cette fin de vidéo, heureusement qu'il y a personne qui reste jusqu'au bout, vous a plu autant qu'à moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, croyez-moi, là ça va dépoter en ce début de mois d'avril. Ciao, je vous kiffe à donf, vous n'avez pas idée. Prenez soin de vous.